Un véhicule a besoin d'énergie pour rouler, qu'elle soit mécanique ou électrique. La distance parcourue dépend de sa capacité de stockage. À quoi ressembleront les batteries et les accumulateurs de demain? Pour avancer, une voiture a besoin d'une impulsion. Ce jouet est propulsé par un ressort intégré. Mais bon, honnêtement, son autonomie est un peu limitée. C'est vrai, mais en dehors de ma force musculaire, il n'a consommé aucune énergie. Sur cette réflexion, bienvenue dans Xenius. Salut! Ce petit bolide rouge peut rouler plus longtemps. Il fonctionne à l'électricité grâce à des piles alcalines au manganèse. Le modèle courant. Mais cette voiture-là bat tout le monde. Et elle est équipée de batteries. De batteries lithium-ion plus précisément, et il y en a environ 200 dans cette voiture. Apparemment, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait de mieux. Pour les villes polluées aux particules fines, la voiture électrique pourrait être la voie vers une mobilité propre. Mais le passage au tout électrique connaît encore quelques ratés. Même avec des batteries complètement chargées, l'autonomie des voitures électriques de marque allemande et française plafonne à 500 km. En plus, le bilan carbone reste médiocre, puisque l'électricité n'est pas toujours d'origine renouvelable. Autre inconvénient, la fabrication des véhicules électriques et des batteries est source d'émissions de dioxyde de carbone. Elle nécessite par ailleurs du cuivre, du nickel, du cobalt et du lithium, des métaux dont l'extraction est tout sauf écologique. Au MIT, le centre de recherche sur les batteries situé à Münster, une équipe internationale de 150 scientifiques travaille sur de nouveaux accumulateurs d'énergie électrochimique. L'objectif est de développer des cellules de batterie plus performantes et plus écologiques. Les cellules sont le cœur d'une batterie. Plus il y en a, plus la batterie est puissante. Au MIT, les recherches sont pilotées par le professeur Martin Winter. En 2005, on a fait le constat que nous avions un gros retard à rattraper. À présent, nous récoltons les fruits des innovations déployées à l'époque. Nous sommes désormais compétitifs au niveau international et nous jouons dans la cour des grands. La France et l'Allemagne sont à la pointe de la recherche. Mais question production, l'Europe peine à se faire une place. À l'heure actuelle, tous les gros constructeurs de voitures électriques sont dépendants de la production de cellules en Extrême-Orient, essentiellement en Corée et au Japon, plus récemment en Chine. Finalement, le monopole d'une technologie donnée s'avère toujours défavorable à ceux qui sont dépendants d'elle. En l'occurrence, les constructeurs automobiles européens. Car les accumulateurs des voitures électriques sont fabriqués par Panasonic, Samsung ou Sony, entre autres. Les fournisseurs asiatiques dominent le marché des éléments de batterie. J'ai ici deux métaux, du zinc et du cuivre. Je fais 2 entailles dans le citron. Voilà, D'accord. Pourquoi faire? pour y placer les 2 métaux. Comme ça? Oui. Et maintenant, voilà ce qui se passe. La partie zinc du citron émet des électrons, tandis que la partie cuivre en perd. La partie cuivre a donc moins d'électrons et aimerait bien en récupérer. Et on va lui donner un coup de main. Exactement. Fil électrique? Prêt? Oui, Ah, mais oui, ça marche. il y a un courant électrique qui passe. 0,2 volts. Le cuivre va chercher les électrons manquants dans le zinc.
par l'intermédiaire de ce fil. C'est génial. Si on résume, on a fabriqué une batterie à partir d'un citron. Tout juste, à cette restriction près qu'on ne peut pas recharger le citron, contrairement à cette petite batterie. Comment sont fabriquées les cellules d'une batterie pour voiture électrique? Tout d'abord, on prend deux supports conducteurs, par exemple de l'aluminium et du cuivre. On place entre les deux l'électrode positive, la cathode, et l'électrode négative, l'anode. La cathode se compose d'un oxyde métallique de lithium pur. Plus le revêtement est homogène, plus la performance et la longévité de la cellule augmentent. De l'autre côté se trouve l'anode, composée de graphite. Pour permettre le déplacement des ions lithium, les deux électrodes baignent dans un électrolyte. Comme le jus de citron dans l'expérience d'Adriane et Émilie, cette solution sert de moyen de transport. Pour éviter un court-circuit à l'intérieur de la batterie, un séparateur est disposé entre l'anode et la cathode. Cette couche séparatrice est perméable pour laisser passer les minuscules ions lithium. Lors de la charge, les ions lithium migrent de la cathode vers l'anode et s'y accumulent. La batterie est chargée. Lors du déchargement, les ions lithium retournent dans l'oxyde métallique, la cathode. C'est ce mouvement d'électrons qui génère le courant électrique. À l'Université technique de Brunswick, Ulrike Krever cherche à améliorer la technologie lithium-ion. Elle est membre dirigeant du Battery Lab Factory, qui regroupe 7 instituts et qui teste différents types de batteries. L'objectif est d'élaborer des accumulateurs plus performants et de les produire en Europe à moindre coût. C'est un processus complexe qui se décompose en plusieurs étapes. La première consiste à préparer un gel conducteur pour électrodes à base de graphite, d'eau et d'un liant. C'est dans ces matériaux à électrodes que sera ensuite stockée l'énergie. Et quelle est la recette idéale? Les différents matériaux que nous avons mélangés doivent entrer en contact les uns avec les autres. Il faut respecter un certain degré d'homogénéité et les forces de liaison entre les particules. Nous sommes dans l'atelier de revêtement. Nous allons fabriquer une électrode à partir du gel que nous avons préparé. En l'occurrence, il s'agit de l'anode qui sera revêtue d'une feuille de cuivre. L'anode est donc composée de la feuille métallique qui a été préalablement enduite avec le mélange eau, graphite et liant. Ici, c'est la salle de découpe laser. Comme vous le voyez, nous découpons ce rouleau de graphite en feuilles plus petites. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à cette étape? Au moment de la découpe, nous utilisons un laser capable de découper plusieurs mètres de feuilles par seconde. Et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de petits bouts de métal résiduels. Je pense aux batteries des smartphones Samsung qui ont pris feu à cause des défauts de fabrication. C'est un point sur lequel nous sommes très vigilants. Et qu'en est-il de la provenance des métaux? Les métaux utilisés pour la cathode sont soit du phosphate de fer, et le minerai de fer est très répandu, soit du nickel, du manganèse ou du cobalt. Nous sommes très attentifs à leur provenance, naturellement. Évidemment, que le cobalt soit produit en majorité au Congo est problématique. On parle dans ce cas-là de métaux de sang. Serait-il possible de s'en passer? Ces métaux sujets à controverse sont aussi présents dans tous les portables. Pour l'instant, on ne peut pas se passer du cobalt, mais je suis persuadée qu'on peut réduire son pourcentage. Le prix resterait-il compétitif si on n'utilisait pas du cobalt provenant du Congo? J'aurais tendance à dire que oui, puisqu'il existe des gisements 5 fois plus abondants au fond de l'Atlantique et du Pacifique, ainsi qu'au Canada.
Il faut simplement lancer l'exploitation. Émilie a assisté à la fabrication d'une batterie à l'échelle industrielle. Moi, je vais en fabriquer une de manière artisanale. Par quoi on commence? On découpe d'abord l'anode à l'emporte-pièce. Très bien. Tania Boll est spécialiste en microtechnologie et dirige le laboratoire d'analyse. Elle est, entre autres, responsable de la fabrication de prototypes. J'ai entendu un bruit. C'est bon signe. Voilà, notre anode est prête. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On la soude à un conducteur. Ce conducteur est donc l'équivalent du fil que nous avons branché tout à l'heure sur notre batterie au citron. Tout à fait. Bien. On soude les deux composants. OK. Comme ça, c'est bien? C'est très bien. Parfait. Et maintenant? On va relier l'anode à une cathode pour obtenir une batterie. Et on va le faire dans la boîte à gants. D'accord. Il suffit de tourner le siège. C'est ça. Super. Comment je la fais rentrer? Par le sas à vide. Ce système de transfert permet d'éliminer toutes les impuretés à l'intérieur de la cellule. Les mêmes conditions de salle blanche règnent dans la production industrielle. Ici, l'anode et la cathode sont empilées l'une sur l'autre. On place un séparateur entre les deux pour qu'il n'y ait pas de court-circuit. C'est la feuille blanche que vous voyez là, entre chaque élément. Et si je comprends bien, c'est à ce stade qu'on voit quelle taille aura la batterie. Oui, en tout cas sa largeur. Sa hauteur sera déterminée par la capacité que nous déciderons de lui donner. Pour une voiture, il faut une capacité élevée. Donc on va superposer plusieurs couches. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, l'Europe pourra concurrencer l'Asie? Nous l'espérons en tout cas. Ce sont des sociétés allemandes qui fabriquent ces appareils. Nous possédons le savoir-faire, mais la production se fait majoritairement en Asie. Pour le lithium-ion, c'est un peu plus compliqué, parce que les Asiatiques le produisent déjà en série. Si nous voulons passer devant, nous devons construire de meilleures machines, avec des matériaux plus performants et améliorer les procédés de fabrication. J'ai tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer une batterie. Anode, cathode, électrolyte. Un séparateur. Et pour emballer le tout, une feuille d'aluminium. L'électrolyte correspond au jus du citron, c'est bien ça? Oui, il contient un sel de lithium dissous dans un solvant pour lui donner une forme liquide. Ça n'a pas l'air comme ça, mais effectuer un travail aussi minutieux avec 3 paires de gants, c'est très compliqué. On ferme? Oui. Dans la production industrielle, l'électrolyte, le fluide dans lequel circulent les ions lithium, n'est pas ajouté à la pipette comme l'a fait Adriane. C'est une machine qui exécute cette tâche. Ensuite, la batterie est soudée et chargée. Bon, tous les côtés sont scellés. L'accumulateur est terminé? Oui, il est terminé. Il ne reste plus qu'à le mettre en charge et vérifier son bon fonctionnement. Notre batterie est maintenant terminée et chargée. Tu peux la brancher. Normalement, la petite lampe devrait s'allumer. Absolument. Ça marche. Oui, ça s'allume. C'est génial. Le lithium est une matière première indispensable pour la fabrication des batteries de véhicules électriques. Jusqu'à présent, l'Europe était tributaire des gisements de Bolivie et d'Australie. Pour réduire notre dépendance aux importations, on envisage d'extraire du lithium dans les monts métallifères en Allemagne. Le précieux métal se cache à 80 mètres sous terre, dans cette roche brillante,
la lépidolite ou zinwaldite. Ce secteur est composé à presque 100% de zinwaldite, donc potentiellement très riche en lithium. Pendant 500 ans, on a extrait de cette mine du zinc essentiellement. Les réserves de lithium étaient connues, mais sans valeur économique. Les chercheurs évaluent une fois encore leur quantité. Ce gisement renferme environ 90 000 tonnes de lithium, sachant que ce secteur constitue seulement un tiers du gisement. Les 2 tiers restants se trouvent du côté tchèque. Si on fait le total en tenant compte des anciens chiffres, je dirais que nous avons ici au moins 250 000 tonnes de minerais de lithium, ce qui, comparé au gisement australien, par exemple, représente un stock important. Jusqu'à présent, si les gisements de lithium ont été très peu exploités, c'est parce qu'il n'existe pas de procédé pour l'extraire de la roche. Pourtant, la demande est très forte. Pour les batteries des smartphones, appareils photo ou ordinateurs portables, mais aussi pour le stockage de l'énergie éolienne et solaire. On peut supposer que la demande va exploser dans les prochaines années, notamment avec la montée en puissance de l'électromobilité. Nous savons qu'au cours des 6 derniers mois, le prix du lithium a presque doublé. Le carbonate de lithium, la forme sous laquelle il est commercialisé, se vend à environ 13 000 $ la tonne. En Chine, sur les marchés au comptant, la tonne s'échange déjà à 22 ou 23 000 $. Grâce au gisement des monts métallifères, l'Europe ne sera peut-être bientôt plus tributaire de ces marchés, car le carbonate de lithium sera produit sur place. Les scientifiques ont concassé la roche et extrait la zinwaldite selon un procédé de séparation magnétique. Chauffée à 1000 degrés, sa structure se désagrège. La masse résiduelle, qui contient le lithium, réagit à l'acide carbonique. Dans le réacteur sous pression, le lithium se dissout au contact de l'eau et de l'acide carbonique. Le carbonate de lithium est ensuite filtré, puis séché. Le même procédé peut être utilisé pour les vieilles batteries. Jusqu'à présent, les batteries au lithium étaient triées à part. Elles passaient dans un four de fusion et on ne récupérait que le cobalt, le nickel et le cuivre. Pour recycler le lithium, il faudrait l'extraire avant de fondre les batteries. Le lithium se trouve dans le revêtement de la cathode, où il peut être recueilli avec de l'acide carbonique en étant chauffé à au moins 50 degrés. Le précipité blanc est le carbonate de lithium. Revaloriser toutes les matières premières contenues dans les batteries au lithium, c'est un des défis des années à venir. Est-ce qu'on peut recycler une batterie au lithium comme celle que nous venons de fabriquer? Oui, c'est possible. Ce n'est pas encore généralisé, mais nous avons mis au point un procédé qui permet de recycler les batteries lithium-ion à l'échelle industrielle. Les autres composants peuvent-ils eux aussi être réutilisés? Oui, c'est ce que nous avons démontré. Nous pouvons séparer l'aluminium de la cathode, mais aussi le cuivre et les métaux lourds, comme le cobalt, le manganèse et même le carbone. Mais la grande question est, quel est le bilan écologique d'une batterie au lithium? Il faut prendre en compte 2 paramètres, la phase de fabrication et celle ultérieure d'utilisation. Prenons par exemple les moteurs thermiques. Leur fabrication est relativement économe en énergie, mais il faudra ensuite prendre en compte la consommation de carburant. Le bilan écologique varie aussi en fonction du type d'électricité. Si l'électricité est d'origine éolienne ou solaire, si nous avons plus de 33% d'énergie renouvelable, le bilan écologique est plutôt bon.
Je me souviens qu'il y a 20 ans, j'avais un ordinateur portable avec une batterie au lithium et que c'était considéré comme le fin du fin. Qu'en est-il aujourd'hui? Croyez-vous que ces batteries ont encore de l'avenir? À très court terme, nous allons continuer de les utiliser, pour la simple et bonne raison qu'elles sont extrêmement efficaces. Les batteries actuelles durent 10 fois plus longtemps que les anciennes et sont beaucoup plus légères. Il y a donc eu une grande amélioration, même si elles restent relativement lourdes. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore faire 1000 km en voiture électrique avec une seule charge, mais on peut en faire 600, ce qui est déjà bien. Mais pourquoi la recharge pose-t-elle un problème récurrent? On le constate au quotidien avec nos portables, par exemple. Au bout de quelques mois, les batteries au lithium ne se rechargent plus aussi bien. À chaque cycle de charge-décharge, les électrons font la navette entre les deux électrodes. Et ils doivent s'insérer exactement à la même place pour que la réaction chimique soit réversible. On a le même problème avec presque toutes les batteries. Elles vieillissent avec le temps parce que les ions ne se relocalisent pas au même endroit. Mais si la batterie au lithium s'est imposée, c'est parce qu'à l'heure actuelle, c'est celle qui a le nombre de cycles le plus élevé. Nous devons faire en sorte que les batteries de nouvelle génération aient une durée de vie aussi longue et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On cherche à augmenter la durée de vie des batteries, mais on vise aussi un mode de production sans substances toxiques. Birgit Esser est spécialiste des matériaux de fonction. Elle et son équipe veulent supprimer les métaux lourds. L'une des priorités consiste à remplacer les substances toxiques et non durables présentes dans les batteries traditionnelles. Dans les batteries lithium-ion, qui est la technologie dominante, la cathode se compose d'oxydes de métaux lourds, comme le cobalt ou le nickel, qui sont par ailleurs disponibles en quantité très limitée. Il s'agit de trouver un matériau capable à la fois de capter et de céder des électrons. Les chercheurs ont ainsi conçu les molécules adéquates par ordinateur, puis les ont insérées dans un matériau plastique. Dans la batterie organique, le cobalt et le nickel ont donc été remplacés par un polymère. Cela peut sembler curieux au premier abord, puisque le plastique ne conduit pas l'électricité. C'est pourquoi il est associé à de la suie et une sorte d'adhésif. La suie sert uniquement au transport d'électrons. L'énergie générée sera stockée dans le polymère. La fabrication de la cathode organique est un jeu d'enfant, ou presque. On commence par mélanger tous les composants. Le mélange est étalé sur une feuille d'aluminium et mis à sécher toute la nuit. Ensuite, on découpe des cathodes à l'emporte-pièce. Dans un futur proche, l'anode devrait, elle aussi, être fabriquée à base de matériaux organiques. À long terme, il s'agit de fabriquer des batteries 100% organiques, y compris l'anode, pour laquelle nous sommes en train d'élaborer des matériaux synthétiques. À L2, la cathode organique et l'anode forment la pièce maîtresse de la batterie de laboratoire. Pour mesurer son rendement, celle-ci va subir 10 000 cycles de charge. Résultat, la batterie organique se recharge plus vite que celle avec une cathode en oxyde métallique. C'est dû en partie au fait que la structure du polymère ou du plastique de la cathode est très différente de celle des oxydes métalliques. Nous disons qu'elle est amorphe, ce qui signifie que la structure atomique n'est pas ordonnée. Cela facilite le stockage des ions de l'électrolyte. Autre atout, leur rendement ne faiblit pas, contrairement à celui des batteries de portable après une année d'utilisation. Seul inconvénient, leur capacité n'atteint que le tiers de celle des batteries au lithium classiques. J'ai une dernière question. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on pourra recharger sa batterie en 10 minutes au lieu de 3 heures? Oui, on y travaille et je suis optimiste. Les batteries devront avoir une structure spécifique, ce qui risque d'augmenter leur poids,
Mais si cela permet de recharger plus vite, c'est une possibilité. Dites-nous en 2 mots, quel est pour vous le stockage de demain? Une combinaison d'hydrogène, de piles à combustible et de batteries. Le meilleur des mondes énergétiques. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous l'avons vu, les possibilités d'amélioration ne manquent pas. Sur ce jouet, par exemple, il suffirait d'installer une batterie ou une pile à combustible. Mais on devrait dire adieu à la manivelle. On vous dit à bientôt. Salut.